Bonjour à toutes et à tous, en direct du siège de la Mutuelle Générale à Paris pour une émission particulière consacrée au cancer du sein. Le titre, Cancer du sein, on s'en parle. Donc le public qui est ici présent dans la salle pourra bien sûr poser des questions sur ce sujet. Et puis ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Internet sont les bienvenus. J'ai à mes côtés deux spécialistes du sujet pour nous parler de ce thème, nous parler des solutions bien sûr et des évolutions, voire des révolutions qui ont eu lieu en matière de traitement de cancer du sein. Tout d'abord, le docteur Éric Sauvanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien gynécologue, chef de service chirurgie gynécologique du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Également du même lieu, le professeur Éric Raymond, bonjour. Et vous êtes oncologue, chef de service d'oncologie cancérologie du groupe donc Paris-Saint-Joseph également. C'est exact. On va commencer avec quelques chiffres clés, même si j'aimerais bien que l'émission soit, et j'ai envie de dire, un état d'esprit positif vis-à-vis de cette problématique du cancer du sein. Il y a quelques chiffres évidemment qui sont assez éloquents. Si on parle du type de cancer qui touche la femme, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le cancer du sein ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'un des cancers, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, et que c'est aussi le cancer le plus emblématique des cancers qui peut survenir chez la femme. C'est non seulement fréquent, mais c'est aussi très important en termes de prise en charge. Donc je pense que c'est ça qui le différencie de beaucoup d'autres types de cancers. Autre point extrêmement important, c'est aussi, je crois, la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Il faut être réaliste. Absolument. Est-ce qu'on a remarqué une évolution quand même ? Je crois qu'il y a une évolution positive depuis une quinzaine d'années concernant ces chiffres qui ne sont pas bons. Il y a une évolution positive, j'ai envie de dire. Il y a une diminution progressive de l'incidence depuis 10 à 15 ans. Néanmoins, ça touche quand même une femme encore sur 8 ou 9. Hein, c'est important. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Et il ne faut pas le négliger. Alors, vous vouliez compléter peut-être ? Oui, je voudrais compléter un petit peu Vraiment. sur le fait que la mortalité reste importante. Et de toute façon, elle est trop importante pour une maladie fréquente. Donc on se retrouve dans une situation, on a une maladie fréquente avec une mortalité trop importante. Quand on aligne les chiffres, en effet, ça donne un peu le vertige. Cependant, je voudrais insister sur un point qui est quand même assez essentiel, c'est que c'est une maladie qui est de plus en plus curable. C'est-à-dire qu'on guérit de plus en plus de ce cancer. Ça peut paraître un peu paradoxal que ça reste un problème de mortalité importante. Et pourtant, ce qui est important de considérer, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un diagnostic de cancer du sein ça ne signifie pas mortalité. Ça signifie, dans plus de 9 fois sur 10, guérison. Ce qui est très important. Je pense que c'est ça qui est important à retenir. Alors, on peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Je pense qu'il faut aller dans cette direction, plus de guérison. C'est important effectivement pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors on aura 3 parties dans cette émission, dans ce programme. On va parler prévention et dépistage. Évidemment, ça c'est une base importante. On va parler ensuite solutions avec des traitements, la chirurgie. Et puis on abordera aussi des aspects qui ne sont pas médicaux, mais qui sont aussi très importants. L'aide psychologique, les problèmes financiers, esthétiques aussi, que peuvent rencontrer les femmes durant cette épreuve. Premier point concernant la prévention. Est-ce que, première question, il y a des facteurs de risque à la base qui exposent les femmes en particulier ? Bien sûr, le premier facteur de risque, on ne le choisit pas, c'est la famille. Et il est évident que plus on accumule les antécédents en ligne directe, mère, sœur, de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, et plus il faut être vigilant et ne pas négliger la surveillance et le dépistage. Alors c'est un dépistage qui n'est pas le dépistage tel qu'on l'entend, c'est-à-dire le dépistage qui s'adresse à tout le monde. C'est ce qu'on appelle un dépistage personnalisé avec l'examen, un suivi et les examens radiologiques. Ça c'est très important. C'est essentiellement le premier facteur de risque. Donc, première chose, savoir si dans son entourage, chez ses parents, chez ses grands-parents, chez sa sœur, par exemple aussi, le cancer du sein existe déjà. Cousine germaine. Cousine germaine aussi. D'accord, ne pas hésiter à avoir un spectre large et à se renseigner là-dessus.
Absolument. Informer bien sûr son médecin traitant de ce type de problématique quand Alors, ça existe. informer le médecin traitant et poser systématiquement la question quand on a l'occasion de voir une patiente. J'ai entendu parler aussi de maladies bénignes du sein qui pourraient être annonciatrices ou révélatrices comme facteur de risque d'un cancer du sein. Qu'en est-il ? Il existe des maladies du sein un peu plus prédisposantes, ce qu'on appelle les mastopathies, sachant que derrière tout ça, il y a beaucoup d'entités anatomopathologiques. Il ne faut pas que le kyste du sein fasse peur, et on n'est pas là pour ça. Ce sont maladies parfaitement bénignes, mais qui méritent d'être surveillées. Et puis, dans le dépistage et la mise en évidence d'images radiologiques, eh bien, derrière ça, il y a quelques aspects histologiques qui peuvent prédisposer histologiques, c'est-à-dire de nature du tissu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prélever et à surveiller ces images. On va parler du dépistage dans quelques instants. Autre facteur de risque qu'on évoque, des questions hormonales, mais aussi la pilule et le tabac. Sur ces trois sujets, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voir l'alcool. Voir l'alcool, oui, bien sûr. Bon, le tabac, on ne lui connaît pas beaucoup de vertus thérapeutiques. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les études scientifiques, oui, le tabac, ça participe à une agression de l'immunité, au même titre que l'alcool. Alors, la pilule. On dit que les femmes qui ont pris la pilule très longtemps oui, ont plus de risques. C'est ce qu'on classe dans les facteurs environnementaux. Ça, c'est la pilule. Et puis, il y a tous les modulateurs, les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une maladie qui vient sûrement de très loin, comme d'autres. Par exemple, chez la femme, l'endométriose, tout ça est en progression. Et donc, probablement, il y a la pilule, mais pas que ça. Donc, c'est compliqué. Et puis, il ne faut pas non plus faire attention, ne pas regarder la pilule que par le spectre et par la fenêtre du cancer du sein. La pilule, c'est quand même aujourd'hui une contraception maîtrisée. Donc, il faut, à chaque fois que vous prescrivez un traitement hormonal, il faut en peser les bénéfices, les risques. On n'est pas obligé de prendre la pilule de 20 ans jusqu'à 50 ans. Il y a d'autres solutions contraceptives. Voilà. Il faut savoir évoluer au fur et à mesure. En tout cas, ce que vous vouliez dire très clairement concernant la pilule, effectivement, ne pas laisser croire que, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent vite et beaucoup de désinformations circulent vite, que c'est un facteur majeur qui permettrait d'expliquer le plus de cancer du sein. Il faut être clair là-dessus. Hein. Sûrement pas. Ok. La prévention en général, donc il y a des symptômes aussi, bien sûr, que toute femme, j'ai envie de dire, doit connaître. Savoir connaître son corps, savoir connaître ses seins aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'autopalpation, on parle de... Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quel que soit l'âge d'ailleurs, que faire quand on est une femme et qu'on observe son corps ? Comment est-ce qu'on peut soi-même détecter des petites choses qui sont annonciatrices de quelque chose qui est à suivre ? Bon, il faut rester simple. D'abord, il faut avoir l'habitude de se palper pour repérer le moment où ça n'est plus comme d'habitude. Le meilleur moment du cycle se situe après les règles, là où les seins sont des organes par définition hormonodépendants, et que par conséquent, après les règles, eh bien, c'est là où la sécrétion d'œstrogène est minimaliste et on peut mieux palper sa poitrine. Donc plutôt à cette époque-là, absolument, après les règles. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas, c'est aussi un principe simple, le cancer du sein ne fait pas mal, surtout quand c'est bilatéral. Donc, arrêtons de se faire peur et les douleurs mammaires cycliques ne font pas mal. Troisièmement, il faut prendre en considération un certain nombre de choses. Par exemple, le choc. Moi, je suis toujours très étonné de voir des patientes arriver avec des cancers du sein évolués parce qu'elles auront marqué en se palpant une boule. C'est toujours le choc. Mais le boule existait avant le choc. C'est parce qu'on a eu mal qu'on s'est palpé. Donc, faire attention à toutes ces boules qui ne disparaissent pas. D'accord. Et ne pas trouver une bonne ou une mauvaise raison pour les expliquer. Enfin, il y a les écoulements. Il peut y avoir quelques petits écoulements par le mamelon. Alors, il y a des écoulements parfaitement bénins qui sont clairs et bilatéraux. Ce qui est à vous dites bilatéraux, c'est des deux côtés simultanément. Des deux seins, absolument. D'accord. Quand il y a un écoulement d'un seul côté, soyons pragmatiques. D'un seul côté, il faut y faire un peu plus attention, surtout s'il y a un peu de sang dedans. D'accord.
Et puis, c'est la modification, quelquefois, de l'aspect de la peau. La peau peut être attirée comme un capiton de matelas. Donc ça, il faut y prendre garde. Voilà. Donc, il faut avoir l'habitude de se regarder, de se palper, de choisir la bonne période. Et puis, de consulter si toutefois on remarque quelque chose d'anormal. Et pas se faire peur pour rien non plus. Je vois dans le public des gens qui prennent un public essentiellement féminin, mais avec quand même des hommes qui sont là, heureusement. Également, à partir de quel âge une femme doit commencer à justement faire de l'autopalpation de son sein, dessous de l'aisselle, etc. Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, c'est presque quelque chose à faire le plus tôt possible, naturellement? Absolument, c'est une éducation à avoir. Donc voilà, à partir du moment où l'adolescence et la puberté sont largement passées, je pense qu'on peut tout à fait apprendre à se connaître. Est-ce que les mères, dans ce que vous connaissez, les mères, les mamans, dans ce que vous connaissez, dans votre patientèle, communiquent là-dessus à l'égard de leur filles? Pas tant que ça. C'est un peu tabou? Je ne crois pas non plus. En fait, il y a un petit peu de étrange, tabou dans cette affaire. Je crois qu'en effet, les mamans pourraient, c'est une bonne question, pourraient essayer d'apprendre à leurs filles, c'est principalement les filles qui Bien sûr. ont ce type de maladie, donc pourraient leur apprendre en faisant la toilette à repérer des choses. Mettez bien le micro un tout petit peu plus haut et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc oui, je pense que je ne crois pas que c'est largement pratiqué actuellement. C'est-à-dire que la plupart des mamans, finalement, vont pas trop en parler à leurs filles. Ouais. C'est encore un sujet un peu tabou, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Alors que c'est pas. Alors que c'est un sujet qui est fréquent. Et donc, par définition, quand il y a la maman qui a eu une tumeur, il faut penser aussi que peut-être protéger sa fille, ça sera en lui en parlant, en lui expliquant comment justement se comporter, pourquoi pas. Alors on parlait tout à l'heure rapidement, je fais une parenthèse, des réseaux sociaux. Il faut savoir que sur Internet, on peut aussi trouver des simulations pour apprendre aussi à palper son sein. L'objectif, c'est pas de dire grâce à ça, je vais savoir si j'ai quelque chose qui indique un cancer du sein, mais c'est d'amener ensuite, bien évidemment, à consulter. C'est l'essentiel. Comme l'a dit très bien Eric, en fait, c'est pas un aspect technique, c'est-à-dire qu'on peut regarder en effet sur Internet, il y a des vidéos pour faire ça, on peut l'enseigner quand les personnes viennent à l'hôpital. Le problème n'est pas vraiment technique, il ne faut pas se restreindre en se disant si j'arrive pas à bien le faire, je vais pas être capable de m'auto-palper. D'abord, c'est pas du tout vrai. Je pense qu'il faut considérer que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, et finalement on le sait très bien ce qui n'était pas comme avant, on a repéré un petit quelque chose, ça justifie pleinement le fait de consulter. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Si le fait de détecter quelque chose qui ne va pas paraît nouveau, eh bien à ce moment-là, il faut se poser la question. C'est comme ça qu'on évite les problèmes. Parfait. Au moins, je crois que là-dessus, on a été clair. On va parler du dépistage en tant que tel. Alors, il y a une campagne qui est menée, qui existe depuis un certain temps, qui propose, je crois, à toutes les femmes, aux femmes de plus de 50 ans, de faire un dépistage tous les 2 ans. Soyons concrets, en quoi ça consiste pour celles qui n'ont pas encore été confrontées à ça? C'est simple. Entre 50 et 74 ans révolus, les organismes sociaux, on appelle ADK, adressent à chaque patiente une convocation tous les 2 ans en leur proposant toute une liste de cabinets d'imagerie totalement prise en charge, une mammographie. Il faut y aller. Alors, je suis un peu surpris parce que quelquefois, je ne sais pas pourquoi, le dépistage en France n'a pas toujours bonne réputation. Certaines considèrent à tort que c'est un dépistage au rabais, parce qu'elles ne choisissent pas. En fait, tous les cabinets qui se sont inscrits dans cette démarche ont répondu à un cahier des charges. Donc on est traité de la même façon, avec autant de qualité. C'est que ce cahier des charges impose une double lecture. Ça veut dire qu'il y a l'œil du radiologue qui fait l'examen et il y a un œil indépendant qui relie les clichés. Donc en fait, la mammographie, elle est lue 2 fois. Donc ça ne peut être que bénéfique. Et le rendu peut se faire au médecin choisi par la patiente. Alors, un chiffre qui est assez surprenant que vous m'aviez donné. Alors, beaucoup de femmes dans la salle. Il faut savoir que seulement 48% des femmes effectuent le dépistage systématique recommandé. 48, c'est même pas... Bon, allez, on va dire, c'est la moitié. Effectivement, c'est surprenant. Il y a des craintes, et on va en parler, il y a des vrais bénéfices derrière. Et plus on découvre
tôt un cancer du sein, plus on a des chances de le guérir. Alors oui, ça c'est toujours un peu un paradoxe, parce qu'en fait c'est un examen qui va être proposé systématiquement, qui est d'excellente qualité, comme le disait... Qui est gratuit. Qui est gratuit. Et alors, on s'aperçoit que ça ne couvre pas l'ensemble de la population. Et à nouveau, ça, c'est un problème parce que ça ne fonctionne, le dépistage, que si, disons, au moins plus de 80% de la population est couverte. Donc, un dépistage qui ne s'adresse qu'à la moitié de la population, c'est un dépistage qu'on va considérer comme finalement ne remplissant pas ses objectifs. Et c'est d'autant plus dommage que la plupart des personnes qui se font dépister, en fait, sont souvent des personnes qui, de toute façon, auraient fait une mammographie précocement. Si bien qu'on n'arrive en général pas à atteindre le cœur de cible, c'est-à-dire les personnes qui, finalement, n'auraient pas fait spontanément une mammographie précocement parce qu'elles suspectaient, compte tenu de leurs antécédents, etc. Donc on dépiste, finalement, que ceux qui sont déjà, disons, impliqués ou qui a quelque chose qui est déjà pressenti. Donc c'est vraiment paradoxal. Je pense qu'il faut encourager les personnes qui reçoivent leur petite feuille à aller faire leur mammographie. De cette façon, on pourrait probablement, disons, diagnostiquer plus précocement, enlever plus précocement les tumeurs. On parle, alors je vous en reparlerai tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait très peur dans le cancer du sein, c'est la chimiothérapie. Mais si les diagnostics sont faits précocement, que la chirurgie peut être faite précocement, on peut dans ces cas-là éviter de faire une chimiothérapie. Donc c'est aussi la possibilité d'avoir des traitements, disons, moins intensifs qu'on le ferait si le diagnostic est fait plus tardivement, à un stade où on va être obligé. Donc vraiment, il y a tous les avantages, je ne vois pas les inconvénients. Alors on n'est pas le seul pays pour juste dire que les Français ne sont pas des exceptions. Ne sont pas des exceptions. Il y a aussi mauvais que nous dans d'autres pays. C'est une vraie problématique dans les pays, disons, un peu avancés sur le plan médical. Ce faible taux de pénétration du dépistage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à toucher l'ensemble de cœurs de cible. Si les femmes hésitent à faire ce dépistage, j'ai envie de dire, c'est une question que moi je me pose, elles ont peut-être simplement peur de l'acte, peut-être qu'elles n'ont jamais fait de mammographie tout court. Réexpliquer peut-être de manière très schématique ce qu'est une mammographie, est-ce que c'est douloureux ou pas, expliquer, on a bien vu et on verra pourquoi c'est nécessaire, en quoi ça consiste en fait, pour rassurer aussi. Alors, il est certain que pour certaines femmes, la mammographie, ça fait mal. Ceci étant, c'est quand même une immense minorité. Ce sont des femmes, quelques-unes ont une hypersensibilité mammaire, mais c'est pas... Alors, il peut y avoir évidemment le volume qui peut jouer. Un petit volume mammaire, pour comprimer un petit volume mammaire, c'est un peu compliqué. Mais il ne faut pas faire de cas particulier une généralité. Donc, pour les femmes ayant un développement mammaire habituel, il s'agit de comprimer le sein. Voilà, concrètement, soyons pragmatiques. Le sein est mis entre deux plaques. Deux plaques de radio, de face et de profil. Et voilà, des clichés sont faits. Comme une radiographie toute bête d'un bras cassé ou d'une mâchoire. Sont faits sans douleur en tant que telle. Absolument. Donc ça, c'est important, effectivement. Ça ne dure pas longtemps. On ne recommence pas l'examen, rarement. Et voilà, donc... C'est vrai qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour parler de ce sujet. Mais c'est pour expliquer aussi au public qui est dans la salle et qui nous écoute que ce n'est pas un acte qui, dans l'absolu est douloureux et qui ne doit pas expliquer le fait de ne pas aller faire une mammographie. En tous les cas, c'est un acte qui ne dure pas très longtemps finalement. Il y a des moments qui sont plus ou moins agréables dans la vie, mais ce n'est pas un moment si long que ça, finalement, quand on fait l'examen. Il y a aussi de temps en temps, j'entends la crainte des rayons. Parce qu'on me dit, on va en parler, voilà. La mammographie, c'est des rayons. Alors c'est vrai que ce sont des rayons X, comme une radio, encore une fois, des dents ou il faut savoir que les technologies modernes, les appareils dont on dispose aujourd'hui permettent de réduire considérablement la quantité de rayons qui est administrée au sein. Ça, c'est la première chose. Et que les images, grâce aux technologies d'imagerie qui existent aussi aujourd'hui, permettent d'avoir une meilleure visualisation avec une quantité de rayons utilisés bien plus faible. Par ailleurs, souvent on ne s'en rend pas compte, mais la dose donnée est calculée pour chaque personne et donc va être inscrite, ce qui permet d'avoir un suivi. Et en général, on est très très loin en dessous du seuil qui serait un seuil à risque. Donc certes, ce sont des rayons X, mais de faible quantité et une quantité qui est concontrôlée. Juste pour compléter, les radiologues ont l'habitude de dire que l'irradiation de la mammographie est bien inférieure à celle que vous prenez dans une cabine d'avion. D'accord.
Le fait d'être en altitude, on est plus proche de rayons. On peut aller faire une mammo. D'accord, à partir de là. Je vois que ce sujet, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ils n'ont pas ressenti dans la salle ce qui s'est produit quand on a parlé de l'examen de la mammographie. C'est assez étrange. Vous les avez peut-être perçus aussi. Moi, j'ai vu pas mal de femmes qui réagissaient dessus. Est-ce que par hasard, dans le public, il y aurait des questions là-dessus, à ce propos? Et des commentaires peut-être à faire sur la mammographie ou des questions à poser? En tout cas, j'ai vu que ça faisait... Ça discutait un peu. Pas de questions sur ce sujet-là, ou cette première partie déjà? Non, pas encore. Les sont les femmes qui en parlent le mieux. Ah, allez-y, madame. Je vais me rapprocher de vous, comme ça on entendra votre question et les auditeurs nous entendront. Non, ce n'était pas une question, c'était un commentaire par rapport au regard que vous avez perçu des différentes femmes qui ont subi des mammographies dans l'assistance. C'est que, bon, parler de douleur, c'est peut-être un grand mot, mais il ne faut pas cacher l'inconfort. C'est franchement inconfortable. Ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'il y ait peu de rayons, qu'il y en ait moins que dans un avion et ce que vous venez de dire. Mais je pense qu'il ne faut pas nier cet inconfort. L'inconfort dû effectivement à la mammographie, c'est vrai qu'il y a des examens qui sont inconfortables, plus ou moins par définition, mais on a bien entendu le propos de madame. Alors c'est un petit peu notre travail aussi de compenser cet inconfort qui de toute façon est là, par, si possible, l'accueil. Hein, ça peut être aussi un moyen d'être, disons, un peu plus rassurant, attentif, bienveillant. Et puis, c'est vrai que j'ai eu de temps en temps des remarques de personnes qui me disaient « mais la personne s'est mise à presser mon sein, j'avais mal, j'ai crié, j'ai dit stop, la personne n'a pas stoppé ». Ça peut arriver. Je crois que ça, il faut qu'on fasse, nous, attention côté médical, à faire en sorte que ça n'existe pas, ou que ça n'existe plus, ou qu'on prenne le temps en fait, d'écouter un peu. Et puis, on est sans doute pressé, mais il y a toujours le temps de faire les choses bien. Et le patient, la patiente doivent toujours s'exprimer, bien sûr, à l'égard des professionnels de santé. Oui, allez-y, une remarque également. J'arrive pour qu'on entende votre question. Comme il y a des internautes... Je vais faire juste une petite remarque. Quand un médecin, un gynécologue détecte peut-être quelque chose... il vous dit qu'il faut aller faire une mammo. Effectivement, cette partie-là qui est inconfortable, on l'occulte parce qu'on est inquiet et on se dit, bon, on va le faire parce que le médecin nous a dit, bon, il faut aller quand même vérifier quelque chose. Donc, je pense que c'est pas le... Voilà, nous, en tant que femmes, à partir du moment où on a été alertés par notre gynécologue, on y va. C'est vrai qu'on est surpris peut-être la première fois, mais c'est pas grave en soi. Je pense que c'est le résultat qui va compter derrière. Alors, si je peux me permettre, vous soulevez un point qui est très important, qui distingue deux situations, qui est la situation du dépistage systématique, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui reçoivent dans leur boîte aux lettres, en fait, une proposition pour faire quelque chose. C'est exactement la situation que vous décrivez. On n'a rien demandé, on nous fait un examen qui nous fait mal. Globalement, c'est dérangeant. Et puis, la deuxième partie, qui est une partie qui est assez différente, alors les mots ont quand même leur sens, qui est celle d'examen diagnostic précoce. C'est-à-dire qu'on a détecté quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas le dépistage systématique, parce que là, il y a soit le patient qui a repéré, la patiente qui a repéré quelque chose, soit le médecin qui a repéré quelque chose. Et dans ces cas-là, il dit qu'il faut faire un examen complémentaire, qui est la mammographie, d'ailleurs avec une échographie dans ces cas-là, qui permet dans ces cas-là de faire un diagnostic. Et là, ça change tout, parce qu'en effet, on se sent impliqué. Donc, je crois que le distinguo que vous faites est très important, parce qu'on finit par confondre diagnostic précoce et dépistage systématique, ou tout au moins, de temps en temps, c'est un peu flou. Et ce sont deux situations humaines et médicales très différentes. Merci, mesdames, en tout cas, d'avoir posé vos questions et fait vos remarques. Je redonnerai la parole, bien sûr, au public. On va parler du diagnostic maintenant. Une fois qu'on a fait, comment dirais-je, la mammographie, on va généralement trouver deux types de cancers principaux. Il y en a un petit peu plus dans la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux types de cancers principaux, cancers du sein, qui sont trouvés à ce moment-là ?
Oui, alors ça devient un peu plus technique, hein. Donc on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Grosso modo, on a les formes lobulaires, les formes canalaires. Les formes canalaires sont les plus fréquentes. Ça couvre, je dirais, 90% des situations. Alors à quoi ça correspond ces mots? En fait, juste pour vous expliquer, quand on regarde au microscope les cellules et qu'on reconnaît un cancer, on peut aller beaucoup plus loin. On peut reconnaître, en fait, s'il vient de lobules, on appelle ça lobulaire. S'il vient des canaux, on appelle ça canalaire. Quand je vous l'explique comme ça paraît beaucoup plus simple. Ça n'est pas toujours aussi évident à détecter et à diagnostiquer. On va aujourd'hui encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que non seulement on fait des analyses pour essayer de reconnaître à quoi ça ressemble, mais aussi on va faire des analyses moléculaires, on va rechercher la présence des récepteurs hormonaux, la présence, on entend parler de récepteurs HER2, un drôle de nom, mais qui signifie simplement des choses qui sont sur les cellules tumorales et qui nous permettent de les identifier et éventuellement de les détruire de façon ciblée. On va regarder d'autres paramètres. Donc, on va analyser très finement ces tumeurs. De plus en plus finement. On arrive aujourd'hui à faire des tests génétiques sur les tumeurs. Et demain, je dirais dans 10 ans d'ici, je pense que ces tests seront bien améliorés, seront quasi systématiques. Donc, on avance en termes de décryptage vraiment à une finesse qui n'avait pas été jusqu'à aujourd'hui, mais qui va continuer de se développer ultérieurement. Est-ce qu'on peut dire que tous les cancers du sein, lorsque l'on fait une mammographie, on va systématiquement détecter un cancer du sein s'il est là? On n'en rate pas? Alors, on essaye de ne pas en rater. Je ne connais pas beaucoup d'examens qui soient fiables à 100%, mais ceci étant, on a beaucoup parlé de mammographie. Il reste quand même 2 examens dans le sein, dont un est quasi systématique, c'est l'échographie. Il faut bien comprendre que plus la femme est jeune, plus les seins sont denses. Et plus les seins sont denses, plus, notamment dans le dépistage, repérer ce qu'on appelle des distorsions, donc des anomalies de l'architecture, surtout sur des petits cancers, c'est quelquefois compliqué. Sur les formes lobulaires, techniques, mais c'est des fois aussi difficile. L'échographie est pour le coup là, alors indolore, et un examen de complément indispensable. D'accord. Du reste, on devrait... c'est vrai qu'aujourd'hui, les campagnes de dépistage tout venant ne ciblent que la mammographie, mais en pratique, l'échographie est faite quasi systématiquement, en tout cas dans la tranche d'âge qu'il mérite, c'est-à-dire avant 65 ans. Hein. Parce qu'après, le tissu glandulaire se raréfie. Vous parliez de 2 autres cas, l'échographie et puis l'IRM. L'IRM permet d'être un peu imagerie plus... par résonance magnétique. Oui. Et qui plus est, la mammographie, vers des artifices techniques, permet une reconstruction en 3D. C'est aussi l'occasion de préciser parfaitement les images, notamment de rassurer les patientes sur les fausses images. Parce que c'est vrai que... C'est-à-dire les fausses images? Elles sont des images construites qui sont liées au travées. Et donc, avec une reconstruction en volume, on arrive à savoir si c'est une image construite, simplement parce qu'on n'a pas de bol à ce moment-là au niveau de la compression, ou si c'est une image qui existe réellement. De toute façon, ça, c'est le spécialiste qui va regarder Exactement. ces images-là. Hein. Un problème de radiologue. Quoi qu'il en soit. Je me mets à la place de la femme qui nous entend et qui vous écoute. Et vous me dites, ça concerne dans ces cas-là des femmes plus jeunes, parce qu'elles ont une constitution du sein qui est particulière, donc elles échappent au dépistage par mammographie. Mais alors, du coup, elles arrivent comment à cette échographie, puisqu'elles ne sont pas dans la tranche d'âge de mammographie? C'est quoi? C'est le médecin généraliste? C'est le gynécologue qui peut les... Non. Je pense qu'il faut être clair. À partir de 50 ans, on est dans le dépistage dit de masse. Bon. Donc, le bon comporte mammographie, mais en pratique, le radiologue fait une écho. Le problème est réglé. Sur les femmes plus jeunes, alors là, on n'est plus dans le dépistage de masse, on est dans le dépistage plus ciblé, c'est-à-dire ciblé soit parce que l'examen n'est pas normal, ciblé sur tous les antécédents, notamment familiaux dont on parlait, ciblé parce que quelquefois, il faut répondre à une angoisse bien légitime, et puis ciblé aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie recommandation, plutôt. Donc chacun est un peu libre de prescrire en fonction de l'histoire... l'historique du patient, de l'histoire du patient, de ses antécédents, comme on l'a vu. On peut. Il ne s'agit pas de commencer non plus les mammos à 20 ans. Hein, mais... C'est clair. Les cancers du sein très jeunes, justement, vous parliez d'une mammographie à 20 ans, les cancers très jeunes, chez une femme jeune, ça arrive?
Et oui, Et oui, ça arrive. Et de façon non exceptionnelle, malheureusement. Ça arrive plus souvent qu'on voilà, c'est pas parce qu'on a 50, à partir de 50 Non, ans qu'il y a pas le du plus tout, pas du de tout. risques. Non. Plutôt, ça commence. Ouais, exactement. Le fait de ressentir quelque chose d'anormal quand on est une femme et qu'on n'a pas 50 ans, qu'on ait 35, 40 ans, 45 ans, c'est tout aussi disons, sujet d'alerte que chez une femme plus âgée. Donc il faut essayer d'éviter d'avoir cette notion que les cancers ne surviennent qu'à partir d'un âge donné. Les cancers peuvent survenir plus tôt, malheureusement. C'est important de le rappeler, C'est effectivement. très ce critère important de de le l'âge. rappeler. Les femmes jeunes souvent se disent c'est lié aux règles, etc. Mon corps se transforme, etc. etc. Mais à nouveau, la plupart du temps, on se rend compte qu'il y a quelque chose, on sent que quelque chose perdure au-delà des règles, donc ça, c'est pas normal. Et ça, en général, ça amène à consulter le médecin traitant qui, lui, va prescrire la mammographie et du coup l'échographie. C'est comme ça que ça vient et c'est quelque chose qui n'est pas rare. Donc il faut faire attention à ne pas confondre. Et je dirais même que ça devient fréquent et préoccupant parce que du coup, sont des personnes qui ne sont pas incluses dans le dépistage systématique. Et du coup, c'est vrai qu'il faut aussi communiquer sur ce sujet-là. En fait, c'est ce que vous sous-entendez. Et que les services publics, les médecins communiquent aussi vis-à-vis de cette patientèle jeune qui est donc tout aussi concernée. Tout aussi concerné et qui doit être diagnostiqué le plus tôt possible aussi pour pouvoir justement être guéri. Parce que sinon, la situation, c'est si on passe au travers, qu'on dit mais vous êtes trop jeune, c'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. Vous êtes trop jeune, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous êtes jeune et donc il faut prendre en compte un potentiel diagnostic qui est pas, c'est pas sympathique de se voir évoquer ce diagnostic, mais il faut quand même s'en occuper et s'en occuper assez vite. Oui. Y compris pendant la grossesse. Y compris pendant la grossesse. C'est Oui. tout à fait. Une D'accord. femme sur 3000. Une femme sur 3000 déclenche, on déclenche un cancer du sein, enfin on le découvre pendant sa grossesse. Bon, on va pas quand même faire peur à toutes les femmes de tous les âges, dans toutes les situations, c'est pas l'objet. Mais quand même, une chose très importante pour clore ce chapitre du dépistage, le dépistage permet de trouver des cancers de manière très tôt et donc de les traiter le plus rapidement et le plus efficacement. C'est On clair. pourrait parler de la survie. Alors, la survie, c'est ce que je disais. J'aime pas le terme de survie qui est un peu Alors, de vivre après. oui, alors, disons, si on parle de statistiques, c'est ces personnes qu'on va guérir quasiment à tous les coups. Donc, je dirais plus de 9 fois sur 10. Probablement, on est 90-95% de chances de guérir complètement, si on veut parler de statistiques simples, si le diagnostic est fait à un stade précoce. Donc, et en plus, stade précoce, ça veut dire moins de chirurgie, une chirurgie beaucoup plus, disons... Moins limitée, invasive. moins invasive. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait... Enfin, Eric pourra en reparler mieux que moi, parce que... On va en parler dans quelques minutes. On fait des chirurgies limitées, on tire moins de ganglions. Du coup, on fait moins de chimiothérapie. Donc, il y a un double avantage. On va être guéri et deuxièmement, on va avoir un impact des traitements qui va être moindre. Donc, je dirais que c'est ça l'objectif. Moi, je serais très content si j'avais plus de patientes du tout qui viennent dans le service, d'une certaine façon, parce que Vous les opérez. Moi, je les traite, je leur fais de la chimiothérapie. C'est pour dire que je sais très bien ce que ça peut signifier de faire venir quelqu'un pour recevoir ce traitement. Je serais très content que j'ai plus de patientes qui viennent pour ça, parce que tous les diagnostics auraient été faits précocement et que du coup, tous les cancers auraient été retirés à un stade très précoce. On va passer aux solutions, au traitement. Est-ce que sur ce sujet du dépistage et de la prévention, il y aurait une dernière question, une remarque à ce sujet? A priori non, j'imagine que les internautes en ont beaucoup. On va parler donc des solutions. Une fois qu'on a dépisté, qu'on a trouvé un cancer, un type de cancer, qu'est-ce qui se passe de manière concrète? Alors, on a parlé de chimiothérapie, on parle d'hormonothérapie, on parle de chirurgie. Soyons pragmatiques, mettons-nous à la place des femmes qui nous écoutent. Comment ça va se dérouler? Tout d'abord, la décision n'est pas prise tout seul par un médecin dans un cabinet isolé. Non. Aujourd'hui, tout est bien cadré. Aujourd'hui, on est là tous les deux parce qu'on travaille tous les jours ensemble. Le dossier est présenté dans une réunion de concertation qu'on appelle pluridisciplinaire et c'est encadré, ça. Donc, en fait, le traitement, il n'est pas inventé. Il y a une stratégie thérapeutique, certes adaptée à chaque cas, mais en fonction de toutes les données scientifiques actualisées. Vous voulez dire, c'est que chaque cancer, chaque cas est particulier, c'est ça en fait? Chaque cas est particulier, mais répond à des traitements spécifiques. Voilà.
Alors, globalement, plus le cancer est petit, plus on commence par la chirurgie. Et plus le cancer est avancé, moins on commence par la chirurgie et plus on commence par la chimiothérapie. D'accord. Donc, si on commence du plus petit, d'abord, comment est-ce qu'on informe la patiente de ce sujet-là? C'est un vrai sujet aussi, parce que parler de ce thème, vous avez un cancer, voilà, bon, mais il y a cette approche-là, et comment est-ce qu'on va lui expliquer ce qui va lui arriver ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur elle? Alors ça, c'est un moment qui est toujours un des plus difficiles. Hein. Mhm. C'est le moment de la consultation, dite d'annonce, ça c'est le terme médical choisi, mais disons que la première consultation, on va dire vous avez un cancer, c'est un moment très difficile. D'abord parce que ça nous amène tous, il n'y a pas que pour le cancer du sein, ça nous amène tous à notre finitude d'une certaine façon. Avant, on vit dans l'illusion et après, on s'aperçoit que on peut être soi-même malade. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez choquant, même si on le sait, on ne se rend pas compte pour soi-même qu'on peut avoir une maladie. C'est une maladie qui fait peur. Elle fait peur dès qu'on prononce le mot cancer. C'est un mot tabou dans notre société, encore aujourd'hui, 2018, bientôt 2019. C'est un mot tabou. Dès qu'on annonce ça, ça fait peur. Et puis, on a peur aussi un peu des traitements. Donc, en fait, je dirais que c'est un moment assez difficile. C'est un moment qui prend du temps. Pour voir des personnes et leur annoncer leur diagnostic de cancer, ça prend du temps. C'est rarement... on ne peut pas faire ça dans un couloir ou comme ça. Je veux dire, en consultation, il faut au moins 1 heure, je pense, pour pouvoir en discuter. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a fait peut-être un tiers du chemin. Parce que vous vous rendez compte... Ce qui paraît beaucoup quand vous dites un tiers du chemin, cette démarche-là, justement, c'est-à-dire d'expliquer, on n'a pas été... de rassurer quelque part aussi. Voilà, et on n'a pas été si loin que ça quand on a fait ça. Parce qu'en fait, imaginez-vous, dans une situation où on vous donne ce diagnostic et on vous dit qu'il va falloir faire des traitements. La première situation, c'est une sidération. En général, la plupart d'entre nous, quand on a une mauvaise nouvelle, clac, on obscurcit tout notre champ de pensée. Normal. C'est normal, c'est une espèce de réaction de protection, je pense, si bien que dans ce qu'on va être amené à dire, beaucoup de choses seront pas retenues ou seront pas complètement comprises. Donc il faudra revenir un peu sur ces sujets ultérieurement. Donc ce moment est vraiment un moment essentiel. Il faut qu'il soit bien amené, bien compris, et puis il faut amener à comprendre aussi les raisons qui amènent à proposer tel ou tel type de traitement. C'est une tumeur petite qui peut éventuellement guérir rien qu'avec la chirurgie. On explique les modalités de chirurgie. Donc le chirurgien est là pour donner les aspects techniques. Pourquoi donc est-ce qu'on aurait à proposer un autre traitement comme de la chimiothérapie? Quelle est la logique derrière cette proposition médicale qui est faite? Si on le fait, c'est qu'il y a bien une logique. Et donc, essayer d'amener à comprendre pourquoi, je pense que c'est essentiel pour... Faire de la pédagogie, en fait. Beaucoup de pédagogie et donner des explications. C'est pourquoi. Parce que pour que quelqu'un adhère à un traitement difficile, il faut qu'il ait bien compris le bénéfice qu'il peut en tirer et ait bien compris comment, malgré ce traitement difficile, il va pouvoir, gagner quelque chose. Ce quelque chose, ça va être sa guérison. Donc, si on n'arrive pas à faire bien ça, en fait... De temps en temps, on arrive à un décalage entre ce qu'on souhaite et ce que la personne comprend et va être amenée à faire. Donc la participation de la patiente est essentielle. La pédagogie, alors on ne réussit pas à tous les coups, hein. C'est comme à l'université, vous enseignez aux étudiants, mais tous ne vont pas comprendre ce que vous leur enseignez, même si vous dites la même chose dans la salle. Donc il faut essayer de répéter. Éventuellement faire répéter. La technique en général, on sait très bien ce qui se passe, c'est que la personne est sidérée. Vous avez beau bien tout expliquer, au bout d'un moment, vous saturez. Elle est dans son brouillard. C'est fini, ça passe plus. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, finalement, on n'entend plus. Alors, il faut peut-être laisser un peu de temps. Peut-être un jour ou deux, puis reprendre cette discussion. Peut-être même, d'ailleurs, c'est pas le médecin qui est la personne la plus appropriée, parce qu'on s'inquiète pour ses cheveux, on s'inquiète pour tout. Et donc, peut-être que c'est l'infirmière qui va être la personne la plus à même de répondre à ces questions. Puis la relation féminine joue aussi un rôle dans ces cas-là, parce qu'on peut dire des choses à une infirmière qu'on ne va pas dire à un médecin oncologue, professeur, ou je ne sais pas plus, oui. Et homme. Donc en fait, toutes ces choses-là, je pense que c'est important, il ne faut pas les occulter. Ce n'est pas technique, c'est humain, et ça joue un rôle dans l'acceptation et la compréhension de ce qu'on va faire. La chirurgie, on en parlait, ça fait aussi toujours peur parce qu'on a cette image aussi de la mastectomie qui est retirer entièrement le sein, ce qui se fait parfois dans certains pays, c'est entre guillemets, on en parlait au préalable dans cette émission, en préparant cette émission, c'est un peu à la mode parfois. La chirurgie, c'est pas toujours enlever le sein en entier ou enlever la moitié du sein, ça peut être toute petite opération aussi.
Absolument. Soyons clairs. Hein. Absolument. On opère quotidiennement des petits cancers inférieurs à 10 mm. Donc forcément, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des chirurgies mutilantes pour des nodules aussi petits que cela. C'est important de faire passer ce message-là parce que quand on pense chirurgie, on se dit toujours « Oula, est-ce que je vais perdre mon sein ?» Non, on essaye bien sûr aujourd'hui, et c'est naturel, de se préoccuper du côté cosmétique. Le cancer du sein, ça peut être un cancer qui se voit. Il y a plein de cancers qui ne se voient pas. Et donc, il faut faire attention à l'aspect cosmétique. On a inclus maintenant tous les centres des chirurgiens plasticiens. En tout cas, la dimension de la cosmétique et de la chirurgie plastique a toute sa place. C'est ainsi que pour les grosses lésions, quand c'est possible, eh bien, l'intérêt de la chimiothérapie avant la chirurgie, c'est de faire diminuer autant que faire se peut la lésion pour pouvoir accéder à une chirurgie dite conservatrice. Ceci dépend évidemment de la réponse de la tumeur, ça dépend aussi du volume mammaire. Donc en fait, c'est le rapport, ça prend un certain nombre de critères en compte, dont un des critères est le volume du sein par rapport au volume de la tumeur résiduelle. Donc l'idée, c'est de faire de la chimiothérapie, des traitements pour ensuite opérer. Absolument. Juste une petite précision parce que c'est utile. Dans le dépistage, on a beaucoup parlé de dépistage. Il nous arrive de dépister des formes, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire ce sont des formes qui ne sont pas encore de vrais cancers, mais si on les laisse, elles vont évoluer. Dans certaines de ces formes in situ, elles sont malheureusement à plusieurs endroits dans le sein. Et ça peut nous amener à proposer des chirurgies mutilantes, là pour le coup, mais qui sont des chirurgies de prévention et avec des reconstructions immédiates. Alors quelquefois, évidemment, le dépistage est sanctionné assez lourdement, mais on a dépisté des formes ultra précoces, avant le cancer même, pour lequel la guérison, pour le coup, est totalement acquise. Est-ce qu'en matière de chirurgie et de traitement, si on se projette 15 ans en arrière et maintenant, on a remarqué des vraies évolutions, des vraies révolutions sur ces deux sujets, la chirurgie qui abîme moins, les traitements qui sont moins utilisés et qui sont plus efficaces? Alors moi, je peux donner ma propre expérience. Hein. C'est quand j'étais interne, c'est-à-dire que je débutais mes études de médecine, la mastectomie, c'est-à-dire le fait de retirer tout le sein, était considéré comme le traitement de référence. On ne faisait que ça pratiquement. Pratiquement. Et on a vu arriver, en fait, disons, des chirurgies beaucoup plus, disons, conservatrices, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on appelait d'abord des tumorectomies, c'est-à-dire on retirait la tumeur et un peu autour. On a vu arriver ça progressivement en 10 à 15 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, je dirais la majorité des femmes va avoir une chirurgie limitée, simplement au fait d'enlever sa tumeur. On essaiera par définition d'être le plus économe possible, c'est-à-dire qu'on fera la chirurgie la plus petite possible. Ça, c'est la base de décision, parce que d'une certaine façon, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça. Et puis, ça a été l'évolution vraiment très récente. Je dirais que la majorité aujourd'hui des personnes vont avoir une chirurgie de petite taille. Le fait de retirer le sein, ça arrive encore, mais il faut retenir qu'on ne fait ça que quand il n'y a pas d'autre solution à proposer. Donc en fait, c'est quelque chose qui est mûri, relativement bien posé, parce que si il y a moyen de faire autrement, et Eric l'évoquait, parfois on est amené en effet à proposer la chimiothérapie d'abord pour essayer de sauver, entre guillemets, le sein. Donc en fait, aujourd'hui, la chirurgie, c'est principalement conservateur de la tumeur. Je ne sais pas si vous parlerez des ganglions. Allez-y. Parce que, alors je laisserai Eric aussi en parler, parce que quand j'ai commencé, sous le bras, c'est ça en fait. De médecine, vous savez que le sein, il y a les ganglions lymphatiques. En fait, le lymphatique, c'est ce qui sert normalement aux infections, mais bon, ça sert aussi à autre chose. Et les ganglions qui drainent, en fait, qui sont les ganglions du sein, se trouvent sous le bras. C'est comme ça, anatomiquement, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est les mêmes ganglions qui s'occupent du bras.
Si je dis pas de bêtises, dans l'autopalpation que doit faire une femme, c'est aussi aller Alors, c'est de le bras, remonter assez haut, dans le creux axillaire, dans l'aisselle. En fait, remonter assez haut pour sentir, quand on se lave, s'il y a quelque chose de normal ou de pas normal. Parce que parfois, on ne détecte que le ganglion. Et donc, s'il y a quelque chose de dur sous la peau à cet endroit, c'est aussi quelque chose qui doit amener à une consultation. Donc, on retirait tout. Et vous avez sans doute vu, moi j'en vois encore des personnes qui se retrouvaient en fait au fil des années avec un gros bras. Parce qu'une fois qu'on a retiré tous les ganglions, il ne faut pas grand-chose pour que ça se bouche au niveau des canaux lymphatiques. Et du coup, le drainage lymphatique du bras, qui est le même que pour le sein, se retrouve impacté et le bras se met à gonfler. Et on voit des mains qui sont gonflées et des bras qui sont gonflés, pour lesquels les traitements sont relativement limités. Donc ça, c'est un impact fonctionnel. Imaginez que ça survienne sur le bras qui est celui de la main avec laquelle on écrit. On va se retrouver impacté en termes professionnels, en termes quotidiens. Donc ça aussi, ça a changé parce qu'aujourd'hui, quand on fait une chirurgie du sein, eh bien, on ne va plus retirer tous les ganglions sous le bras. En fait, on va s'intéresser en premier au premier relais ganglionnaire, c'est-à-dire au premier ganglion qui serait susceptible d'être touché. Alors, il y a plein de techniques pour ça. Mais du coup, au lieu de retirer 15, 20, 50 ganglions, on retire 1, 2. Si bien que l'objectif, c'est de limiter les conséquences à long terme. Et en théorie, on ne devrait plus voir aujourd'hui de femmes avec de gros bras. Voilà. Donc ça, c'est les changements de moi, ce que j'ai vu, n'étant pas chirurgien, je te laisse commenter, mais c'est les changements que j'ai vus durant l'évolution de ma pratique médicale. Pour la partie chirurgie, vous avez quelque chose à ajouter Non, Eric a raison. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et à partir du moment où le ganglion, ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, c'est-à-dire le premier relais ganglionnaire a été validé comme technique de référence, même les indications ont augmenté. Avant, on le faisait pour des petites lésions. Maintenant, on le fait pour des lésions beaucoup plus importantes. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, on essaye de réduire les conséquences. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas ni de surtraiter les malades, ni les sous-traiter. C'est pas parce qu'on est... Aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'on pense que la chirurgie ne guérit pas forcément à elle toute seule, et heureusement, le cancer. Il y a un chiffre que je trouve très intéressant et très encourageant aussi quand même. Plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris. Donc on voit bien qu'on avance beaucoup et à grands pas, j'ai aussi envie de dire. C'est important. C'est probablement même des chiffres qu'on peut encore élever un petit peu. Plus on fait de diagnostic précoce, plus on va avoir... On progresse dans le... Exactement. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très encourageants parce que quand on suit au fil du temps l'évolution de nos concitoyens, concitoyennes ici en France, c'est des chiffres qui sont encourageants et qui nous disent que probablement on est dans la bonne direction. Est-ce qu'il y aurait des questions, des remarques, des témoignages? Madame, je vous amène le micro. Donc, je voulais dire que récemment, j'ai entendu aux informations d'outre-mer, de la Guadeloupe, qu'un homme a eu un cancer du sein. Donc, comme vous savez pas parler... Bonne question, pertinente d'ailleurs. Nous sommes des hommes et nous ne parlons que des femmes, en fait, et on pourrait parler aussi un petit peu des hommes. Les hommes peuvent aussi avoir des cancers du sein, parce que les hommes aussi ont des seins. C'est aussi simple que ça. Alors, glande mammaire. La glande mammaire existe chez l'homme. On va dire, mais ils ont un peu atrophié sans doute, mais qui sont présents. Et donc, cette glande mammaire peut voir se développer également un cancer du sein. Alors, c'est beaucoup plus rare. On parle moins d'1%. Voilà. Mais dans ces cas-là, bonne question, madame. Le diagnostic, la démarche thérapeutique est strictement la même que pour une femme. Donc, il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, au moins pour le cancer du sein, c'est que la prise en charge est absolument identique. Mais c'est vrai qu'on en parle rarement. Mais quand on parle de cancer du sein, on doit parler de patients en général, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui peuvent être touchés. C'est important de le rappeler. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Une autre question, une autre remarque? Oui, madame. Ah, c'est bien de reprendre la parole. On a des leaders, entre guillemets. Allez-y, posez votre question. Est-ce qu'il est vrai que lorsqu'une femme allaite son enfant, ça la comment dire, protège. Ça la protège ça lui permet, il y a moins de risques qu'elle puisse avoir un cancer du sein par la suite. Vous avez raison, ça diminue le risque. Maintenant, le diminuer, malheureusement, ça ne l'annule pas. Donc, voilà. Excusez-moi.
Ça aurait pu être une motivation pour allaiter l'enfant, dit madame. Pour certaines, ça l'est. Maintenant, la relation mère-enfant, je crois qu'elle est plus complexe que la prévention. Mais en tout cas, c'est bien de le dire. Mais c'est bien que vous question le était pertinente. soulignez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait il y a des études qui démarrent sur la médecine personnalisée, notamment une grande étude européenne. Et effectivement, l'allaitement a été pris en considération comme réduction du risque. Voilà. Ben, c'est important de le rappeler. Je ne pense pas que beaucoup de personnes sachent cela. C'est toujours important. Un sujet aussi important en parallèle des traitements, de la chirurgie, c'est la douleur qu'une femme va vivre pendant cette période-là. C'est un vrai sujet, ça aussi, la douleur et le traitement de la douleur, avant et après. Là, il y a la douleur physique, mais ça, la douleur physique, je dirais que là aussi, il y a une prise en compte, puisque, la lutte contre la douleur, quel que soit le domaine de la médecine, est devenue une priorité. Deuxièmement, on a énormément progressé, puisqu'on fait énormément d'infiltration, comme chez le dentiste, avec les mêmes produits. Localement, en fait. Localement. Les cicatrices sont réduites. Le curage axillaire, enfin le prélèvement des ganglions est réduit, donc ça diminue aussi le côté douloureux. Bon, les mastectomies, c'est vrai qu'il y a des grandes cicatrices, ça on ne peut pas le nier, mais on participe aussi avec les massages. Non, je dirais plus c'est la douleur psychologique qui est importante. C'est une douleur. On est Eric parce que oui, non, c'est vrai ils accompagnent longtemps. La douleur psychologique, en fait, elle va durer longtemps et elle est difficile parce qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien qui peut éteindre cette douleur-là immédiatement. Elle est liée à plein de choses. Mais un accompagnement psychologique quand même, parallèle. Oui, bien sûr. La peur, le fait de se sentir agressé, le fait d'avoir des conséquences en rapport avec les traitements, même si le plus souvent c'est temporaire, le fait de voir sa vie un peu changer. Ça, c'est des choses c'est ça la douleur, je dirais, psychologique. Il n'y a pas de remède qui permet du jour au lendemain avec une pilule de gérer ça. Alors, en effet, il y a le soutien, d'abord le soutien de son entourage, des médecins, son mari, son conjoint, sa exactement. famille, ses enfants, c'est important, bien sûr. C'est important à souligner parce que il arrive souvent que les maris viennent à la première consultation, pas toujours aux consultations suivantes, je dirais, parce qu'eux aussi se mettent un peu à avoir peur de temps en temps, j'imagine. Donc le soutien familial et l'entourage, c'est essentiel. Les médecins, nous, on est là pour ça. Je dirais qu'on se fait aider. D'abord, les gens qui sont au contact, ce sont les psychologues, les infirmières, qui sont là pour donner des conseils. Je crois que c'est l'entourage humain, en fait, qui va être le déterminant pour gérer cette phase difficile et cette douleur, en fait, qu'on peut résumer à douleur, mais qui est toute une sorte de sentiment qui viennent avec ce diagnostic et les traitements. Une fois que la patiente est opérée, une fois que la tumeur est enlevée ou éradiquée, évidemment, il y a toujours cette crainte du retour du cancer. Et c'est un peu le vivre avec le reste de sa vie. C'est aussi une réalité. Oui, bien sûr, on peut pas le nier. Le cancer du sein fait partie des cancers qui sont surveillés longtemps. D'autant qu'il y a 2 seins et que les récidives sont malheureusement possibles. Mais on vit de plus en plus longtemps après avoir connu un cancer du sein. Exactement. Et puis on considère de plus en plus que le cancer est une maladie comme le diabète peut en être une, comme la polyarthrite peut en être une. Enfin, voilà, c'est de passer au stade de maladie chronique. Et puis nous, d'une certaine façon, on est embêtés parce qu'on n'est pas pareil que... Voilà, on n'est pas tout à fait dans une situation confortable, les médecins, pour ça. Moi, je ne suis pas dans une situation confortable. Précisez. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je dirais, je vous ai dit, 9 personnes sur 10 peut-être sera guérie, surtout si on tient compte des stades très précoces. Mon problème, c'est pas les 9 sur 10 qui sont guéris. Mon problème, c'est le 1 sur 10. C'est-à-dire, quelle est la personne aujourd'hui qui vient à la consultation qui est peut-être pas guérie. Et comment est-ce que je peux faire pour m'assurer que si jamais il y a une récidive qui survient, je puisse la détecter précocement. Ce qui amène en fait à une situation qui est un peu paradoxale, c'est que la plupart des personnes en fait vont être dans la crainte d'une récidive, mais sont guéries, c'est-à-dire qu'elles n'auront jamais de récidive. Et pourtant, elles seront surveillées
très régulièrement, tout autant que les autres. La problématique étant que les médecins, moi, de mon côté, je ne veux pas rater en fait, le fait que si jamais il y a une récidive qui survient, on va la diagnostiquer précocement et si possible la reguérir, j'espère, précocement. Donc en fait, c'est ça le problème des statistiques, c'est qu'on ne sait pas, nous, les médecins, on connaît les statistiques, mais on ne sait pas comment les appliquer à l'individu. Alors, il y a des tas de choses qu'on fait aujourd'hui, il y a des tas de techniques, je pense qu'on progressera aussi, il y a des prises de sang avec ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires. Probablement, ces choses-là vont progresser. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait suffisamment pertinent, performant pour pouvoir les utiliser en routine, mais je pense que dans le futur, ça viendra. Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer les statistiques en réalité individuelle? Comment est-ce que je peux faire pour dire, au lieu de consulter 10 personnes en sachant qu'il n'y en a qu'une seule qui est à risque, finalement laisser 9 tranquilles et n'avoir en suivi que ceux qui sont réellement les personnes les plus à risque. Ça, c'est vraiment un sujet, parce qu'en fait, on consulte des patients guéris. Et on les inquiète, et on s'inquiète finalement parfois pour rien. Et pendant de nombreuses années, sans qu'il ne se passe rien. Mais on est obligé de le faire pour ne pas rater les autres. Voilà, c'est ça les statistiques. Je suis désolé de ça. Bien sûr, c'est vrai que individuellement, c'est toujours difficile de se projeter dans des statistiques, surtout quand on fait partie des mauvaises statistiques, si j'ose dire. Il y a un sujet aussi également qui est important, la reconstruction mammaire, comme on dit, quand il y a une ablation totale. Alors, il y a eu en plus des histoires de prothèses qui posaient de sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à une femme qui a subi une mastectomie, à qui on va proposer une reconstruction mammaire, histoire pour avoir un sein qui est réellement une forme, qu'elle retrouve son esthétique? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on la rassure? Et comment on lui dit qu'elle est en sécurité? On procède par étapes. Il y a des situations, comme je vous disais tout à l'heure, où on est, j'allais dire presque dans le syndrome, dans la prévention, certes poussé à l'extrême parce qu'une chirurgie radicale, et que pour faire avaler la pilule à la décision, espèce de compensation, on peut faire une reconstruction immédiate. Je dirais, bon, ça c'est des situations qui sont pas les plus fréquentes, mais qu'on voit assez régulièrement. Mais ce n'est pas la majorité dont il s'agit. La vraie difficulté, c'est qu'il faut procéder par étapes. Parce que d'abord, il faut guérir la maladie et envisager la reconstruction en tenant compte des traitements complémentaires. Il est évident qu'on a parlé de chirurgie, on a parlé de chimiothérapie, on n'a pas parlé de radiothérapie qui a, pour un certain nombre de lésions du sein, toute leur place, mais que cette radiothérapie, ça brûle. Et qu'il faut intégrer cette brûlure thérapeutique dans le procédé de reconstruction. Donc il y a des étapes, il y a du temps. Alors ça, c'est l'étape, j'allais dire, technique. Puis il y a l'étape psychologique. Parce que une fois qu'on a dit ça, eh bien, d'abord, il ne faut jamais précipiter les choses parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir dans les résultats. Et donc, on ne connaît pas au moment où on opère les femmes véritablement, notamment le statut ganglionnaire. Donc, si on va faire des traitements complémentaires, radio et chimiothérapie. Donc, c'est quelquefois un renseignement qu'on n'a pas au départ. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a un phénomène de deuil. Il faut accepter, pour celles qui malheureusement auront une chirurgie radicale, de ne plus être après comme avant. Et puis, il faut que nous, on soit sûr que la maladie soit guérie, stabilisée, pour pouvoir procéder à l'étape de reconstruction. Et puis, il faut que la femme en ait envie, parce que contrairement à ce qu'on peut penser avec notre œil, nous, de médecins et de mecs, et qu'il n'y a qu'à Faucon, mais il y a des femmes qui ne souhaitent pas être reconstruites, voire quelques cas extrêmes où la symétrisation ne passe pas par la reconstruction, mais par l'ablation de l'autre sein. Ça, c'est cas extrême. Mais c'est pour vous dire que il faut de tout pour faire un monde. Et puis à partir du moment où la femme a acquis le schéma corporel de cette cicatrice avec la perte du sein, eh bien, elle va avoir envie, dans la majorité des cas, d'avoir une reconstruction. Mais
cette reconstruction ne sera jamais tout à fait après comme avant, et qu'on va être souvent obligé de toucher à l'autre sein pour la symétrisation. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Et en fait, les plasticiens nous ont bien appris que la satisfaction est d'autant plus importante qu'il y a eu toute cette période, qu'on a mûri sa décision et qu'on va accepter après une reconstruction pour faire du volume, pour être... c'est vrai que les plasticiens ont maintenant un panel de techniques qui fait qu'on peut adapter, allant de la prothèse à des reconstructions en microchirurgie, mais que la meilleure technique, elle se décidera au fur et à mesure et pas immédiatement. Donc, en fait, c'est une fausse bonne idée de vouloir dire, de toute façon, vous serez reconstruite. Oui, il faut leur dire qu'il y aura un moment, une place pour la reconstruction, mais il y a tellement de sidération au début qu'il faut garder ça dans un coin. Maintenant, de toute façon, il y a une information qui diffuse, et puis à un moment, la femme vous dira, et maintenant, pourquoi pas être reconstruite? Bien sûr, on a bien compris votre message. On arrive bientôt au terme de l'émission. J'ai encore une ou deux questions. Est-ce que dans la salle, il y aurait... Oui, madame. Une petite question, une remarque? J'avais juste une question sur la notion de soutien psychologique et reconstruction plutôt psychologique et de réassurance. Quelle est votre position par rapport à tout aujourd'hui, toutes les initiatives que l'on retrouve sur le web, le digital, les réseaux sociaux, des initiatives de patientes, mais également aussi de professionnels de santé qui montent des dispositifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une cellule de veille, de conseil, ou c'est un parti pris qui est complexe? Très, très intéressant. Ça nous a amené au sujet justement que je voulais qu'on traite. Donc, non, il y a beaucoup de choses qui se font, et je pense que c'est bien que l'information circule sur ce qu'a expliqué Eric, c'est-à-dire les possibilités de reconstruction, l'envie ou pas l'envie, les techniques qui sont utilisées, qui permettent d'avoir une vision un peu plus large pour les personnes qui éventuellement se posent la question. Je pense que c'est indispensable. C'est bien aussi que les patientes puissent rencontrer à un moment donné un plasticien pour expliquer ça. Parce que quand on est dans une situation où justement on doit se poser la question, c'est bien de pouvoir rencontrer un médecin qui est un professionnel qui va pouvoir vous expliquer réellement quelle va être la technique et qu'est-ce qu'on attend de ça. Parce qu'en effet, il peut y avoir un peu de déception. Ça peut ressembler à quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux à partir d'expériences, mais chaque personne va être un peu différente. Et peut-être que le résultat esthétique qui est pressenti, par exemple, ne va pas être tout à fait compatible avec ce que la personne attend. Donc ça, je pense que c'est important que l'information circule, qu'elle soit validée par des professionnels. C'est toujours la difficulté dans le cancer, mais aussi dans la reconstruction et la vivre après cancer, c'est qu'on peut trouver tout sur Internet, on peut trouver dans les réseaux sociaux un peu de tout, et c'est bien qu'il y ait des professionnels qui fassent ça. Derrière, je pense qu'il faut quand même que la personne puisse avoir un jour un regard avec un professionnel. Alors, pour prolonger ce que disait madame, si j'ai bien compris aussi, qu'est-ce qui est organisé finalement de manière un peu institutionnelle, si je prolonge correctement, pour aller dans le sens d'une information juste, exacte, au niveau institutionnel, hein, parce qu'il y a des choses qui se développent, et on terminera l'émission là-dessus. Vous ne parliez pas aussi de la reprise du travail, c'est pas tout ça dont vous vouliez... Aussi. Pas seulement, voilà, c'est au niveau général sur l'accompagnement des patients, la partie cosmétique aussi bien sûr. Alors ça commence très très tôt. Si on s'intéresse à l'environnement des personnes, alors cosmétique, alimentation, activité physique. J'aime pas trop parler de sport parce qu'on n'est pas tous sportifs, moi le premier. C'est très important, paraît-il, de reprendre de l'activité physique. C'est très important, et c'est pas seulement après avoir été traité dans la phase aiguë du cancer, bien sûr c'est important, mais c'est important quasiment dès le début. Donc dès le début, en fait, alors si vous me posez la question sur le plan institutionnel, par exemple sur le Saint-Joseph où je travaille, dès le diagnostic, dès la première prise en charge, il est proposé l'activité physique. Donc on travaille avec des associations, la CAMI, Ciel Bleu, etc., qui vont être amenés à proposer aux patientes une activité physique régulière qui permet, par exemple, de mieux supporter les traitements qu'on va faire. C'est vrai que les nausées, par exemple, se trouvent diminuées quand on a une activité physique régulière. Les personnes vont rencontrer une diététicienne. Alors, il y a les aspects qualitatifs et quantitatifs. On n'a pas parlé de la prévention, de la diététique dans la prévention tout à l'heure, mais quantitativement et qualitativement, quelle alimentation on doit avoir, ça c'est très important dès le début. Alors ça va être à continuer avec la suite, même après. Mais tout ça, c'est fait de manière ponctuelle. Vous parliez effectivement de Saint-Joseph, mais ce n'est pas fait au niveau institutionnel, où il n'y a pas de site internet
véritablement validé où on va trouver de l'information officielle sur le cancer du sein pour la femme? Pour les différents aspects, je ne pense pas qu'il y ait un site ou un seul site, mais ça c'est peut-être à créer, quelque chose qui regrouperait, parce que cette information elle est très importante. Et donc ça serait très, très utile, je pense, qu'on ait quelque chose qui ne parte pas dans tous les sens et qui permette aux personnes qui souffrent en fait, de pouvoir s'informer. L'aspect, disons, esthétique. Alors, l'aspect esthétique, il y a bien sûr l'esthétique du sein, c'est comment s'habiller, par exemple, quel type de sous-vêtements porter, quel type de vêtements pour aller à la plage peut-on porter, comment est-ce qu'on fait avec une prothèse externe, etc., pour pas qu'elle glisse. Donc, tout ça, c'est des informations aussi, plus l'esthétique, comment se maquiller quand on est sous chimiothérapie. Si malheureusement les cheveux sont tombés, ce qu'on essaye de prévenir le plus possible, mais quand ça arrive, quel type de coiffure est-ce qu'on peut porter? Ça aussi, ça se met en place dès le début. Et je pense que c'est après, c'est bien si on le fait dès le début, parce que ça va évoluer avec la continuité. Ça va changer au fil du temps. On va plus s'habiller pareil. Si on a une reconstruction, ça va être une autre problématique de comment s'habiller, etc. La diététique, souvent on prend du poids sous hormonothérapie. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la prise de poids? C'est une sacrée question. Et ça va changer au fil du temps dans la prise en charge dans les années qui vont suivre. Alors pour prolonger ce que vous dites, il y a en tout cas, c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de choses sur ce sujet. Il existe quand même certains sites. Ayez la curiosité toujours de voir s'il y a au moins un comité scientifique derrière qui valide. On va souvent dans les mentions légales ou qui sommes-nous. C'est toujours important d'aller voir, je pense que vous pouvez me confirmer ça, d'aller voir qui est derrière ce site pour donner de l'information en matière de santé et en particulier en matière de cancer du sein. Être aussi curieux, je ne vais pas dire méfiant, mais aller regarder un peu ce qu'il y a derrière parce que sinon on s'affole vite en fait. Tout à fait normal de vouloir s'informer et donc on va chercher l'information. Avant, on cherchait dans les livres. Aujourd'hui, on va sur Internet, c'est plus facile. Cela dit, pour autant, c'est pas rassurant parce que quand on fait Google et qu'on tape le mot cancer, et si on tape le mot cancer du sein sur Google, moi aussi je peux le faire, je vais tomber sur un peu tout et parfois un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il va y avoir des témoignages de personnes qui vont exprimer des choses dont on ne sait pas très bien quelles sont les conditions. Vous allez avoir des personnes plus ou moins bien intentionnées, bien sûr, parce que c'est un domaine public. Internet, c'est ouvert à tout. Donc, mais vous avez des associations de femmes aussi qui ont monté des sites Internet sérieux suite à des cancers du sein, qui sont regroupés, qui ont des comités scientifiques. Donc il y en a, on ne va pas faire de publicité en tant que telle ici, mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui existent et c'est important aussi pour informer les femmes. Exactement, il y a des sites officiels, on peut s'y référer, on peut parler des sites officiels. Bien sûr, allez-y. L'Institut national du cancer, vous avez des associations qui ont pignon sur rue, comme la Ligue, etc. La Ligue contre le cancer. Contre le cancer. Et puis, vous avez des associations caritatives qui montent des sites Internet pour répondre à des choses ponctuelles. En effet, il faut toujours regarder un peu qui sont les personnes qui sont amenées à donner des conseils. Voilà, il faut s'assurer du sérieux de ce qu'on fait. Internet, c'est comme dans la rue, c'est-à-dire qu'on peut trouver le meilleur et le pire, et donc il faut toujours s'informer. On peut tomber sur la bonne personne, mais on peut aussi ne pas tomber sur la bonne personne. Dans la rue, ça ne viendrait pas l'idée de rencontrer un passant lui disant « Parlez-moi du cancer ». On serait surpris de faire ça. Une toute dernière question avant de clore le programme. Oui, madame. J'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de statistiques et on avait entendu venir des États-Unis des tests génétiques qui permettaient de dépister le cancer du sein avant même qu'il se déclare, notamment à partir d'antécédents familiaux, etc. Qu'en est-il en France ? Alors d'abord, l'Amérique, c'est pas toujours l'Amérique. Pourquoi l'Amérique La référence pour beaucoup de gens. Non de non. Il se passe des tas de choses en France. Soyons fiers de ce qu'on peut faire. Alors les fameux tests, c'est vrai. On a parmi les meilleurs généticiens dans l'Hexagone. Ça serait quand même dommage de dire qu'on peut pas faire. Un peu de chauvinisme dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai qu'on a de bons chercheurs. Ne nous privons pas de dire que quand les choses sont bien, tout à fait. Voilà, qu'elles sont bien. Donc on a des bons chercheurs, on a des généticiens de renom qui sont connus d'ailleurs aux États-Unis pour la qualité de leur travail et qui vont communiquer en Amérique. Alors les tests dont parlait madame. Les tests. Alors les tests, pour l'instant, je dirais, les choses progressent de façon importante. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trop de ce qu'on appelle les faux positifs. Ça veut dire quoi dans le jargon ? Ça veut dire qu'on peut inquiéter à tort encore trop de personnes par un test qui laisserait supposer qu'il y a quelque chose d'anormal, un cancer par exemple, alors qu'il n'y en a pas. Et donc pour l'instant, les tests qui sont disponibles sont certes bien mieux que ceux qu'il y a 10 ans,
Donc on s'approche de ça, mais faire une prise de sang pour détecter le cancer, 2018, on n'y est pas. Ça ne veut pas dire qu'en 2020, on n'y sera pas. Ni que peut-être en 2022, ce sera devenu la routine. Mais par contre, aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Donc, comme on dit, la recherche progresse. Et Madame a raison, elle a ça raison. existe, ça doit être amélioré, et peut-être Mais que pour demain, l'instant, ce sera je la dirais solution. qu'en routine, ça ne vaut pas la mammographie. Voilà, la réponse, c'est ça. Cependant, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez évoquer. Il y a des marqueurs génétiques de famille à risque. Ça, c'est différent. Ça, pour le coup, on a avancé. C'est-à-dire qu'on peut identifier, pas toutes les familles à risque, mais dans les familles à risque, des mutations génétiques. Et ces mutations génétiques, on est aujourd'hui certain que ça multiplie beaucoup le risque du cancer du sein et pour certains marqueurs, mutations, le cancer de l'ovaire. Donc c'est un peu différent. C'est les deux situations. Hein. Il y a le cas, ça c'est le cas d'Angelina Jolie. Vous avez tous entendu parler, tous et toutes entendu parler du cas d'Angelina Jolie qui a été Rappelez-le. alors emblématique. Angelina Jolie, sa maman a eu un cancer du sein alors qu'elle était très jeune. Et je suis pas sûr qu'elle n'ait pas eu un cancer de l'ovaire. Et Angelina Jolie s'est fait dépister très tôt pour la recherche d'une mutation particulière qu'on appelle BRCA1 ou BRCA2. En fait, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est pour signifier en anglais breast cancer. Donc BRCA. Et donc du coup, elle s'est fait dépister et elle s'est rendue compte qu'en effet, elle était porteuse dans toutes ses cellules de cette mutation. Et donc, se sachant porteuse, expliquant pourquoi sa maman avait développé un cancer du sein, elle a dit « je ne veux pas, moi-même, souffrir de cette maladie ». Et elle a fait un geste qui a été assez emblématique, parce qu'Angelina Jolie, c'est quand même une femme dont la plastique est connue dans le monde entier. Je dirais que c'est une actrice de renom. Elle a décidé volontairement de faire l'ablation des deux seins et, dans un deuxième temps, de faire l'ablation des ovaires, puisque être porteur de cette mutation entraîne un risque de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. Donc en fait, vous savez qu'elle a adopté des enfants, etc. Donc ce n'était pas trop le sujet, les enfants pour elle, parce qu'elle avait déjà adopté beaucoup d'enfants. Donc elle a pris cette décision qui était une décision que tout le monde a regardée, parce que quand quelqu'un comme elle prend cette décision, ça attire l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours la même chose soi-même, mais au moins ça amène à une certaine réflexion. Donc parce qu'elle est porteuse de cette mutation très particulière, alors qui est rare, hein, rassurez-vous. C'est une mutation rare. La plupart des cancers du sein ne sont pas liés à cette mutation. Mais je dirais que celui-ci a été très emblématique. En tout cas, on arrive au terme de l'émission. On a vu qu'il y avait un certain nombre de progrès. C'est clair. Je voudrais peut-être qu'on termine en rappelant 2-3 conseils clés de prévention, tout simples à rappeler aux femmes qui nous écoutent, aux hommes aussi, parce qu'ils peuvent conseiller bien sûr les femmes. Si on devait rappeler, allez, 2-3 conseils clés pour terminer l'émission. Tenir compte de sa famille et pas l'occulter. Aller chez son médecin quand on pense que quelque chose qui apparaît nouvellement, c'est pas forcément grave, mais ça mérite d'être exploré. Répondre aux campagnes de dépistage. Voilà, me paraît assez simple. Et faire confiance aussi à ce qu'on... Vous disiez, madame ? Se toucher, s'observer, apprendre à se comprendre, raison, tout à fait. Absolument. Docteur Raymond ? Je vais pas avoir grand-chose à rajouter. Diagnostic précoce. Vraiment, on peut arriver à guérir encore plus de cancer du sein si on diagnostique précocement. Autopalpation, mammographie, tous les moyens sont bons. Ne laissons pas traîner un petit truc qui paraît anormal, un petit ressaut là, dont on sait que c'était peut-être pas là il y a 3 semaines, mais qu'on découvre. Ça, c'est comme ça qu'on va guérir plus de personnes. Et puis, mon deuxième, c'est pas avoir peur. On va faire en sorte de guérir les personnes. Pas avoir peur de la médecine. Ça arrive parfois que des personnes ne viennent pas consulter. Ne pas avoir peur. Ne pas attendre en se disant ça va s'arranger tout seul. Ça s'arrange pas tout seul. Et après, on se retrouve avec des plus on le fait tôt, mieux c'est. Embêtant. Donc, venez plus tôt. Quand on a un cancer, qu'on suspecte quelque chose, plus tôt, c'est le mieux. Merci messieurs d'avoir été l'invité de cette émission organisée par la Mutuelle Générale sur le cancer du sein. Merci à toutes les personnes dans la salle qui ont posé des questions et puis merci à vous internautes de nous avoir suivis. À très bientôt.